Squad, l'allié agile et performant de votre relation client, vous présente l'émission Checkpoint. Bonjour Amel Balanceux. Bonjour Daniel. Vous êtes actuellement Chief Customer Experience Officer chez Total Energy, électricité et gaz. C'est quoi votre job ? Alors, si tu veux bien Daniel, on se connaît depuis un certain temps, on va se tutoyer. Avec plaisir. Donc, j'ai en charge la direction de l'expérience client chez Total Énergie, électricité et gaz. Et peut-être deux mots sur l'activité pour commencer. Donc, nous sommes la filiale de Total Énergie qui commercialise des offres d'électricité et de gaz au B2C, donc aux clients particuliers, et au B2B, du petit pro jusqu'à la très grande entreprise. Nous avons un peu plus de 5 millions de clients et nous sommes le troisième fournisseur juste après les historiques. Et d'ailleurs, Total Energy est souvent cité parmi les historiques, même si de fait, nous sommes assez récents sur ce marché de l'électricité, preuve que la marque est bien installée et reconnue sur ce marché. Pour la petite histoire, nous sommes le fruit du rachat de Direct Energy par Total en 2018 et de la consolidation avec les filiales que Total avait déjà dans ce secteur, Total Spring pour le B2C et TEG, Total Électricité Gaz pour le B2B. Et en 2021, tout le monde a été rassemblé sous la même marque. Total s'est rebrandé en Total Energy, IES, symbolisant le virage multi-énergie dans le cadre de la transition énergétique avec une stratégie et une ambition forte sur les énergies renouvelables et sur toute la chaîne de valeur de l'électricité. Donc nous portons cette stratégie de fourniture en France et il y a également des filiales au Royaume-Uni, en Belgique et en Espagne. Et donc, ma mission, c'est d'améliorer l'expérience client pour nos clients B2C et B2B, avec un KPI qui est la satisfaction client et le NPS aussi, mais tout en servant les indicateurs business, les ventes, en augmentant les promoteurs. Nous sommes le fournisseur qui a le taux de recommandation effective le plus élevé. Le churn, donc dans notre jargon, c'est l'attrition du parc, donc en réengageant les détracteurs. Et puis aussi toute la dimension self-care, en donnant à nos clients l'autonomie qu'ils apprécient grâce au digital. Donc c'est un poste transverse qui a un volet voix du client, avec tout ce qui est la collecte et l'analyse des insights clients. Un volet performance et amélioration continue, avec l'animation des plans pour améliorer la satisfaction client B2C, B2B. Un volet gouvernance data, data analyse, data science. Et puis ce qu'on pourrait appeler les leviers relationnels digitaux. Donc le site web totalenergy.fr, tous les espaces clients, les self-care web, B2C, B2B. L'application mobile sur laquelle on engage beaucoup nos clients et qui est au centre de notre campagne média. Tout un sujet autour des services de maîtrise de la conso à partir de solutions data intelligentes, et puis le marketing relationnel et les parcours clients. Voilà pour mon job. Alors comment s'est construit ton parcours professionnel ? Alors mon parcours professionnel commence à être un peu long, donc je vais y aller par grandes touches. Donc il a commencé par des études d'ingénieur à Télécom Paris, et en troisième année, j'ai un peu envie d'aventure. Je suis partie aux États-Unis, au Texas, pour faire un master de statistique. Et on va dire que c'est le début de mon parcours professionnel parce que j'avais un poste de professeur assistant, un teaching assistantship, qui m'attendait là-bas. Et donc, voilà, je me souviendrai toujours. J'avais un anglais approximatif à l'époque, très approximatif, et je me souviendrai de l'appel le premier jour. Il y avait des étudiants, dans mon souvenir, ils avaient 2 mètres au garrot, ils arrivaient avec leur chapeau sur le campus, et avec ma petite voix, j'avais fait l'appel « Sin !» Et du fond de la salle était revenu « Sean !»
Donc voilà, une belle année au Texas. Et après, j'ai eu envie de rester. Je suis partie à New York. J'ai trouvé un premier job d'ingénieur classique. Et rapidement, j'ai changé de job pour un job dans une filiale de France Télécom. Un job plutôt technico-commercial. On vendait des systèmes d'information et on travaillait beaucoup avec les compagnies régionales de téléphone américaines. Donc j'ai pas mal voyagé. Et donc je suis restée 5 ans à New York. C'était vraiment une super expérience. Mais à un moment donné, s'est posé la question du retour. Et là, je me suis dit que j'allais faire un MBA. C'était le bon timing pour un ingénieur qui ne se destinait pas vraiment à une carrière d'ingénieur. C'était un moyen d'avoir un projet pour rentrer en France et de rester dans un contexte très international. Donc c'est comme ça que j'ai débarqué à l'INSEAD à Fontainebleau. Donc une année intense, à la suite de laquelle j'ai rejoint une holding de France Télécom. Alors, à l'époque, c'était France Télécom, ça a changé, c'était juste au moment où, juste avant la privatisation, une holding qui développait des services à valeur ajoutée. Et j'étais dans un job de business développement et de croissance externe. Donc j'y suis restée quelques années et le virus de l'aventure a un peu repris. Je venais de rencontrer mon compagnon qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants. Et à la suite d'un pari un peu fou, on a décidé de partir pendant 1 an faire le tour du monde. Voilà ce qu'on a fait. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais voilà, en 2 mots, on va dire qu'avec mes enfants, c'est probablement ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Et là, au retour, s'écrit un peu, on va dire, le parcours qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Je suis rentrée chez Bouygues, donc Bouygues Maison Mère, qui créait à l'époque un opérateur de téléphonie fixe, qui est devenu Neuf Télécom. Donc c'était le début de l'ouverture du marché du fixe à la concurrence. Donc c'était un peu la foire d'Empogne, il y avait plein d'opérateurs sur le marché avec des discounts agressifs et à la fin une rentabilité pas toujours au rendez-vous. Donc assez rapidement, le marché s'est consolidé avec le groupe Louis Dreyfus Communication, LDCom, qui a racheté un certain nombre de ces opérateurs et qui a gardé la marque Neuf Télécom parce qu'il y avait déjà une notoriété grand public. Donc là, on va dire que c'est une tranche de vie, une aventure d'une dizaine d'années où j'ai été dans des postes de marketing puis de relations clients. Et voilà, on va dire que c'était le début, c'était l'explosion de la DSL, le haut débit, la course au déploiement. On était un peu à marche forcée pour mettre en place les outils et les process. Enfin, on y est arrivé. Donc, le leitmotiv, c'était audace et rapidité. On a connu aussi... donc, c'est là que voilà, j'ai démarré dans la relation client. Donc, on travaillait avec des partenaires outsourceurs, on avait plusieurs milliers de conseillers, onshore, offshore. On a connu pas mal de fusions, intégrations avec CGTEL, Club Internet, AOL. Voilà, et fin 2007, j'ai été appelée par un des actionnaires fondateurs de Direct Énergie, Thierry Roussel, que j'avais croisé dans les télécoms. Et au début, j'étais un peu circonspecte. Je trouvais quand même que les télécoms, c'était plus glamour. On faisait du quadruple play, de l'Internet très haut débit, de la téléphonie sur Internet, de la télé sur Internet. On réfléchissait à des stratégies de contenu. Et là, il y avait des petits compteurs poussiéreux, même pas communicants, avec des petits bonhommes à pied qui venaient les relever tous les 6 mois. Mais bon, voilà, c'était l'ouverture d'un marché, il y avait tout à faire, tout à inventer, une marque à installer, des ventes, une notoriété à développer, un service client à structurer. Et puis je trouvais l'équipe dirigeante inspirante, donc voilà, j'ai sauté. Et là, le début d'une autre grande aventure, entrepreneuriale aussi.
Donc j'ai accompagné le développement de cette société qui était petite, qui est devenue grosse, qui a fait une entrée en bourse réussie, comme l'avait fait Neuf Télécom. Et on a connu, voilà, il y a eu des périodes où on a fait le gros dos parce que c'était l'ouverture d'un marché, le cadre était encore en construction, et puis on a eu des périodes de ramp-up assez fortes aussi. On a connu des fusions avec Poeo. Et en 2018, le rachat par Total, donc maintenant Total Énergie, et donc là, c'est une autre page qui s'écrit dans une grande compagnie qui a une ambition, qui a une stratégie, qui est reconnue pour l'exigence, la qualité de sa marque. On a tous en tête l'ancien slogan « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard ». Donc voilà, et nous, la promesse qu'on porte, c'est pas Versailles ici. Et donc là, voilà, pendant toutes ces années que je raccourcis un peu, j'ai occupé des postes dans le marketing, les ventes, la relation client, les opérations, activation, facturation, recouvrement, B2C, B2B, jusqu'à voilà, maintenant l'expérience client et le digital. C'est quoi le fil rouge de votre carrière ? Le fil rouge, c'est des aventures qui se prolongent et qui se rejoignent. L'ouverture d'un marché, celui du fixe avec Neuf Télécom, le marché de l'énergie avec Direct Énergie, des aventures entrepreneuriales, des grandes aventures humaines et professionnelles avec des sociétés qui sont un peu qui sont développées à l'adrénaline, qui ont fait des entrées en bourse réussies avant d'être achetées. Et puis le fil rouge, c'est aussi le fait qu'au fond là, de toute cette partie du parcours que j'ai décrite, c'est des fonctions dans le marketing, les opérations, la relation client qui convergent maintenant dans l'expérience client. Et donc le fil rouge, c'est le client, quoi. C'est le goût de servir le client. Quand tu étais enfant, tu rêvais de faire quoi comme métier ? Je ne sais pas si j'en rêvais, mais je disais que je voulais être danseuse à la télé. Je trouvais que ces filles étaient belles, qu'elles envoyaient, qu'elles avaient de l'énergie, elles illuminaient l'écran. Elles savaient danser. J'ai toujours aimé danser. Je faisais de la danse classique plus jeune et on avait un gala annuel et j'aimais bien cette ambiance de spectacle. Et donc, je ne suis pas devenue danseuse à la télé, mais je fais des podcasts pour l'expérience client avec Agora News. Donc, voilà, c'est pas mal non plus. 2 moments clés dans ta vie. Alors, des moments clés, on a envie de citer des moments perso, mais enfin, j'en ai déjà parlé. On va dire, mes enfants, j'en ai eu 3, mon tour du monde, ça reste des moments très forts. Et sur le plan pro, je dirais ces 2 aventures qui ont été des événements fondateurs. L'ouverture du marché avec Direct Énergie, avec Neuf Télécom, puis Direct Énergie. C'est dans des moments où aussi je me suis développée dans l'expérience client, avec des aventures humaines, encore une fois, professionnelles fortes, et qui m'amènent là où je suis aujourd'hui. C'est plus du tout la même aventure, mais au sein d'un grand groupe qui continue d'écrire une page de cette histoire. Qu'est-ce qui t'a donné le virus de l'expérience client ? C'est un peu par hasard, en fait. Ça date des années Neuf Télécom. Donc, à l'époque, j'étais plutôt dans le marketing. Et au gré des acquisitions, réorganisations, départs, il s'est trouvé un poste vacant à la relation client. Et moi, j'avais dit au patron de l'époque que j'aimerais bien faire de l'opérationnel. Donc, il m'avait dit, ça tombe bien. Tu vas pouvoir en faire. Et je me suis trouvée propulsée à la tête de la relation client chez Neuf. Et j'ai adoré ça dès le premier jour parce que c'est un métier très humain, il faut aimer le contact, c'est du direct. Tous les jours, il y a son lot d'actualités, rien n'est jamais acquis.
Et puis, à la fois, c'est un métier de chiffres, de process, donc il faut avoir beaucoup de rigueur. Donc voilà, j'étais comme un poisson dans l'eau là-dedans. Et puis, comme je l'ai dit, c'était la folle époque du dégroupage. Donc, il fallait installer, on ne savait pas quand ça coupait, où c'était chez nous, c'était le modem, c'était chez France Télécom. Donc, il a fallu développer aussi toutes les hotlines techniques. Une époque de grande effervescence. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, comment vois-tu l'évolution de l'expérience client aujourd'hui et demain ? Vaste sujet. On est dans une époque de grands bouleversements, donc ça n'aura échappé à personne. Avant de parler d'IA, déjà, le fait qu'on parle d'expérience client et que ce terme ait remplacé le terme de relation client un peu partout maintenant dans les magazines, dans les événements de la profession, c'est quand même le signe d'une mutation. Alors, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, c'est la reconnaissance qu'on est passé dans une économie expérientielle. Et quand on parle d'expérience client, voilà, c'est des sujets qui touchent plus au cœur qu'à la tête, quoi. On parle beaucoup d'émotions, c'est des sujets dont on parle beaucoup, de perception, de sentiments de reconnaissance, de considération vécue par les clients. Et dans cet univers d'expérience proposé par les marques, comme notre cher ami Thierry Spencer dirait, le client devient collectionneur d'expériences, mais c'est ça, voilà, chaque expérience se fait concurrence d'un secteur à l'autre, et finalement, tout ça, ça met la barre de plus en plus haut. Et puis, si on veut parler d'IA, l'IA, elle est là, hein, elle a déboulé un peu comme une météorite, et ça ne fait pas si longtemps que ça, finalement, hein, ça fait 2-3 ans, mais c'est en train de chambouler le paysage. Certains disent que c'est une disruption de la même nature que celle de l'avènement de l'électricité. Petit clin d'œil à mon activité. Et c'est sûr que l'expérience client, c'est un domaine parmi les plus touchés, parce que la révolution de l'IA générative, c'est une révolution conversationnelle, et la conversation, elle est vraiment au centre de la relation. Et donc, on a tout ça va très vite. On a des cas d'usage qui se développent avec des champs d'application formidables, à la fois côté conseiller et côté client. Et si je développe un peu, côté conseiller, c'est tout le registre de ce qu'on appelle le conseiller augmenté. Alors, même si le terme n'est pas très heureux, mais ça commence avec des formations très personnalisées, générées en fonction du profil et de la situation de la personne, des outils qui exposent en temps réel au conseiller des données contextualisées, qui l'aident à rédiger des mails, ce qui n'est quand même pas la moindre des choses, et ça, c'est vraiment un gros gain qualitatif. On a aussi des bases de code nouvelle génération où les conseillers peuvent poser directement les questions plutôt que d'avoir à surfer pour trouver dans quel pas à pas ou dans quel arborescence c'est. Donc tout ça, ça va dans le sens d'une plus grande autonomie, d'une plus grande rapidité, fiabilité des réponses. Donc du point de vue du conseiller, c'est moins de charge mentale, plus de confiance, plus de plaisir, et donc plus d'empowerment. Donc on a envie de dire, tout ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Et côté client, il se passe plein de choses aussi. Et là, c'est un peu on est en train de basculer dans le mode conversationnel. ChatGPT prend de plus en plus le pas sur les moteurs de recherche. On le voit avec les jeunes, hein, tellement plus simple de poser sa question et avoir une réponse directement. Donc, plutôt que d'aller consulter des sites. Et bien pour les clients des marques, c'est pareil. À un moment donné, pourquoi j'irai là où la marque me demande d'aller, dans tel et tel écran, et pourquoi je n'aurais pas mon agent conversationnel. Donc on va basculer vers de la conversation généralisée. Et puis l'autre, tu me poses une question, je développe. Hein. L'autre sujet dont on parle de plus en plus et qui se développe assez vite aussi, c'est tout ce qui est l'IA agentique. Où là, c'est
c'est des agents IA comme des petits lutins, là, chacun sur son process, avec un agent orchestrateur qui orchestre, un superviseur qui supervise, et puis l'IA qui fonctionne toute seule et qui exécute des actions, des interactions. Donc voilà, c'est un peu la course à l'échalote et probablement moins simple qu'on a tendance à l'entendre voilà, voilà, sur la scène actuellement, mais dans le grand emballement sur le sujet. Mais évidemment, tout ça, ça pose quand même pas mal de questions et des questions de base. La question de la data, quelle data, où, structurée comment. C'est souvent par là que le bas blesse, quand on n'a pas des socles assez robustes. Et puis, il y a la question du POC, à l'industrialisation à l'échelle, ce n'est pas aussi simple. Il y a aussi un gros sujet de transfo des organisations, parce qu'on parle de conscience augmentée, d'empowerment, mais voilà, comment on accompagne ça, comment l'organisation, elle s'organise autour de ça. Il y a des grandes mutations là, qui vont arriver. Et puis, voilà, tous ces LLM, il y a des questions de sobriété, c'est quand même très énergivore, ces LLM. Questions de souveraineté, de sécurité. Bon, voilà. La liste des questions est longue, et tout ça pour dire quand même, dans le grand optimisme général, c'est que voilà, c'est un peu abyssal et que voilà, ça questionne quand même et que la technologie va quand même plus vite que notre capacité à la penser, quelquefois notre capacité à mettre les garde-fous. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle est là, donc ce n'est pas tellement une question d'optimisme ou de pessimisme, mais aujourd'hui, c'est voilà, on est sur une fine ligne de crête, on ne sait pas où ça peut basculer, donc c'est plutôt une question de vigilance et de juste milieu. Et bon, voilà, et donc l'humain dans tout ça, si on se projette, et ben voilà, ça sera un tel luxe, ça sera tellement précieux quand on peut avoir un vrai conseiller ou une vraie conseillère au téléphone qu'on sera peut-être heureux de leur pardonner quelques bourdes. Quelle empreinte souhaites-tu laisser ? Alors, je me pose pas souvent la question comme ça. J'aimerais me dire que j'ai vécu. On a tous un peu cette phrase de John Lennon au-dessus de la tête, la vie, c'est ce qui passe pendant qu'on est occupé à faire autre chose. Donc, j'aimerais bien m'être occupée, et bien m'occuper, ça veut dire donner de l'amour à ma famille, à mes proches, parce qu'au fond, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui compte à la fin. C'est mettre de l'énergie positive dans ce que j'entreprends. Et puis c'est contribuer à ma modeste échelle au rayonnement de l'expérience client, puisque c'est quand même un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Et puis voilà, si au passage j'ai pu inspirer quelques personnes, j'en serais heureuse, parce que au fond, on ne sait jamais par où on touche les gens. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de m'en rendre compte. Des regrets sur ton parcours ? Non, pas de regrets. Au fond, et sans le vouloir, et au hasard des opportunités, enfin pas tant le hasard que ça, mais voilà, j'ai tracé un parcours assez cohérent dans le marché des télécoms, puis dans le marché de l'énergie, en aidant des marchés à se structurer. J'ai vécu des grandes aventures humaines et professionnelles, et aujourd'hui, avec le recul, je considère que j'ai eu quand même beaucoup de chance, et j'ai encore de la chance d'être dans une belle société qui a des ambitions, qui a une vraie stratégie, ce qui n'est pas le cas de tous ces acteurs aujourd'hui. Donc voilà, après, forcément, oui, il y a des trucs d'un point de vue management, d'un point de vue opérationnel, que voilà, aujourd'hui je les ferais différemment, j'aurais pu faire mieux, mais bon, ça fait partie de l'expérience, donc on va dire non, pas de regrets. Qu'est-ce qui t'a le plus boosté et fait grandir dans ta carrière ? Les voyages déjà quand même, les gens, les rencontres, les crises, voilà, je dirais, voilà, les gens que j'ai rencontrés, les gens qui ont des étoiles dans les yeux, qui croient ce qu'ils font, qui mettent du cœur,
qui ont de l'audace, et qui ont le souci du respect des autres et de l'exemplarité. Voilà. As-tu une super expérience client à nous raconter? Alors c'est toujours difficile cette question. Alors j'ai plein de belles expériences parce que voilà, des gens, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire leur métier, qui le font avec cœur, sans se prendre au sérieux, mais avec sérieux. Et je suis souvent impressionnée par la gentillesse des gens dans les commerces de proximité. Et moi, quand on me demande une belle expérience, j'ai toujours la même qui revient. En fait, mais parce qu'en fait, c'était un wow indélébile et finalement qui n'a pas été complètement remplacé par d'autres expériences. Quand j'étais toute jeune étudiante, j'avais une brosse à dents électrique dont j'étais très fière. À l'époque, c'était pas très courant, c'était un peu cher. Et elle était tombée en panne. Et donc, je me dis, oh là là, catastrophe, budget étudiant, ça va être compliqué de la remplacer, de la faire réparer. Donc, je suis allée dans le magasin, puis j'étais déjà en train de préparer mon argument. C'est pas normal, ça aurait pas dû arriver, c'est pas ma faute. Et j'étais encore en train de mouliner tout ça. Et puis je suis tombée sur un responsable qui m'a pas posé de questions. Il m'a pris ma brosse à dents, il m'en a donné une autre. Et là, voilà, c'était du wow. Pourquoi ? Parce que c'était la surprise. Souvent, les bonnes expériences, c'est ça. Quand ça vient par surprise et quand ça prend le contre-pied d'une croyance. Et donc, je me suis sentie considérée, moi, la petite étudiante. Et voilà, et j'en voue un respect éternel à cette marque, et c'était la marque Seb. Un secret pour décompresser? Alors, pour décompresser, moi, en tout cas, je passe pas mal de temps à la campagne. J'y suis beaucoup le week-end. J'ai cette chance d'avoir une maison à la campagne. Enfin, on l'a retapé, hein, on a mis un peu d'effort dedans. Et c'est très important pour moi de me ressourcer auprès de la nature, dans les éléments. Je me balade, il y a une toute petite route qui traverse une forêt, des champs qui arrivent à une abbaye, donc, qui est là depuis 900 ans. Donc, elle était là avant moi, elle sera là après moi. Donc voilà, ça permet d'être humble, de rester à sa place. Et puis bien sûr, il y a les amis, les réseaux d'amis, assez différents, mais dans lesquels je me ressource beaucoup, la famille. Donc voilà, ça prend aussi une place importante dans ma vie. Qu'est-ce qui te booste chaque matin? Qu'est-ce qui me booste chaque matin? L'énergie de la vie, tout simplement. Me lever, y aller, les gens que je vais rencontrer dans la journée, au boulot. J'ai plaisir à faire ce que je fais, ou le soir. Si je sors avec des amis. Et puis, le lien. Et puis voilà, le quotidien, les lessives à faire, les courses, tous les 1000 et un trucs à ranger. Et puis voilà, quand même, avant de partir, me poser tranquillement quelques minutes dans mon salon. As-tu un livre préféré? Alors, je ne dirais pas que c'est un livre préféré, mais c'est un peu mon livre fétiche. Quand j'étais étudiante en SP, donc en prépa scientifique, par un heureux hasard, j'étais à l'internat avec les prépas littéraires. Et mon ami de chambre m'a offert pour mes 20 ans les cahiers de Malte Llorit-Brigg de Rilke. Et j'ai trouvé ça d'un ennui, et le livre m'est tombé des mains. Et Rilke est sorti de ma vie. Et arrivé à la cinquantaine, j'ai redécouvert Rilke à travers un cercle que je fréquente. Et j'ai relu les cahiers de Malte Llorit-Brigg. Et j'en ai pleuré tellement j'ai trouvé ça beau, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme pauvre à Paris, ses réflexions sur l'existence, ses introspections, ses déambulations. C'est une grande sensibilité, très poignant, c'est magnifique. Et donc quand même, pour moi, ça illustre le fait que la vie, c'est comme ça change, on évolue. On peut détester quelque chose à 20 ans qu'on aime à 50. Et donc quand j'entends mes enfants dire je déteste ceci ou je déteste cela, et je me dis wait and see. C'est quoi le son du moment? Le son du moment. Alors mon son à moi, je suis désolée, mais c'est plutôt le silence.
j'ai pas le réflexe d'écouter beaucoup de musique, mais voilà, je baigne quand même un peu dedans parce que j'ai des enfants qui ont des playlists et avec des goûts assez éclectiques. Ça va du gros rap aux musiques des années 80. Et puis, forcément, on a quelques morceaux cultes qui circulent en famille. Il y a des événements, des voyages avec mon mari et mes enfants. Donc, voilà, Crowded House, je pense à quoi, Tanita Tikaram, les chansons Ève lève-toi de Julie Pétry. Voilà, donc on a des morceaux cultes comme ça, mais voilà, donc moi, je n'ai pas trop le réflexe. Mais j'avoue que quand je mets de la musique, ça va être plutôt Purcell ou les cantates de Vivaldi, Wendell, donc voilà, vraiment pas très yéyé. Et pas la bonne partenaire pour un blind test en entreprise, parce que voilà, je reconnais les musiques, mais aucun titre. Une citation qui te ressemble? Alors, je ne sais pas si elle me ressemble, mais en tout cas, c'est une citation qui m'inspire beaucoup. C'est une citation de Goethe. Je marche pour savoir où je vais. Je l'avais entendue il y a quelques années dans une série de podcasts du philosophe Fabrice Midal, qui faisait des pastilles de 3 minutes à partir de citations. Et donc, voilà, c'est quand même... On replace les choses, ce n'est pas une citation pour un projet d'entreprise. C'est vrai que je me souviens dans les séminaires, alors plus trop maintenant, mais à une époque, on avait des séminaires qui ouvraient sur cette citation de Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port de destination. Donc voilà, c'est assez magnifique. Voilà, quand on a un projet, c'est bien d'avoir une trajectoire, une vision. Mais à l'échelle d'une vie humaine, moi, je préfère Goethe. Je trouve ça plus puissant. Voilà, ça illustre le fait qu'il n'y a pas de mode d'emploi, qu'une vie, ça se trace en marchant, qu'on n'est pas figé, que ça bouge, que la vie est faite de 1001 rencontres, de 1001 opportunités, qu'il faut aussi pouvoir risquer de se perdre pour découvrir d'autres paysages. Voilà, donc... Quel message souhaites-tu transmettre aux jeunes générations? Alors, mon message aux jeunes générations, ça serait garder le feu de leurs désirs et de leurs envies. On est dans un monde quand même, il faut le dire, qui est bien compliqué, avec une perte de repères à tous les niveaux, niveau social, famille, religieux, politique, crise du climat. Voilà, le cadre n'est pas le même comme en époque. Je le vois chez des jeunes adultes. On enchaîne les crises, à commencer par la crise du Covid, qui a été très dure, et surtout pour les jeunes. Donc voilà, mon message, garder le feu de leurs désirs, de leurs envies, de leurs rêves. Et s'ils n'en ont pas, se fichent bien la paix avec ça. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu la pression aujourd'hui de savoir ce qu'on veut faire. Donc voilà, il faut se détendre. Et puis surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de passerelles entre les différentes formations, les différents cursus. Et que, en fait, en plus, avec, plus que jamais, on ne sait pas de quoi les métiers de demain seront faits. Donc ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on appelle les soft skills, les qualités qu'on emporte avec soi. Cultiver les liens, les vrais liens, l'ouverture, la curiosité, être rigoureux, adaptable, questionner, avoir le sens critique, voilà. Et puis voilà, ce qu'ils ont à faire, et quel que soit le niveau, mais qu'ils le fassent avec cœur, parce que voilà, on le dit souvent, mais on ne fait bien que ce qu'on aime. Et aussi qu'ils aient confiance, parce que, voilà, pas tant le sujet de la confiance en soi, mais confiance dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de solutions. Donc voilà, mon message aux jeunes, qui gardent le feu de leurs envies, qui marchent pour savoir où ils vont, la colonne droite et le cœur ouvert. Qu'est-ce qui fait encore courir Armelle? Qu'est-ce qui fait encore courir Armelle?
Je cours un peu, d'ailleurs. J'ai envie de faire un peu de cardio à mon âge, mais je ne cours pas vite, donc je ne le dis pas trop. Mais qu'est-ce qui me fait courir? C'est l'énergie de la vie. Je ne peux pas le dire autrement. C'est l'envie de continuer à tisser des liens, l'envie de découvrir, d'apprendre, d'être en mouvement. Et puis voilà, quand on a connu la perte de quelqu'un de très proche, ce qui est mon cas, on réalise concrètement, on a beau se le dire, mais on réalise concrètement que la vie est précieuse. Voilà, donc respecter et honorer la vie. Pour finir, qu'as-tu écrit dans le livre d'or? Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Je ne sais pas si on voit. Pas très bien écrit. J'ai écrit « Tous les hommes », j'ai rajouté entre crochets « et les femmes hein, », quand même, sont une exception à une règle qui n'existe pas, de Fernando Pessoa. Donc c'est un peu ça, c'est un peu dans la même ligne que ma citation. Voilà, c'est pour dire que voilà, on est quand même dans un monde où il y a une pression, une injonction normative, performative. On voudrait avoir une recette, un moule pour tout. On a l'impression que l'intelligence artificielle arrive, elle va donner toutes les réponses. Donc c'est une façon de dire qu'on a chacun et chacune les ressources pour faire face, pour exprimer sa créativité, pour exprimer sa singularité, et qu'au fond, ce qui compte et ce qui comptera, c'est de plus en plus c'est la présence d'esprit, c'est la capacité à sortir du cadre à bon escient, à réinventer les règles. Et puis j'ai mis un gros cœur. J'ai mis un gros cœur parce que l'expérience client, voilà, c'est un métier de cœur. Qu'il faut mettre du cœur à l'ouvrage, qu'il faut avoir du courage. Le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. Le cœur est au cœur de l'expérience. Comme disait Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et en fait, ça me faisait mais vraiment très plaisir de mettre un gros cœur. Donc j'envoie du love. Et j'ai rajouté à la fin, vive l'expérience client, parce que quand même, on est là pour parler d'expérience client et qu'on fait un métier fabuleux. Un immense merci Armelle pour ce moment surprenant, profond et tellement touchant. Merci Armelle. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape humaine de Checkpoint sur ANews Expérience Client où on continuera encore et encore à explorer et à célébrer les talents de cet univers, de cette filière de l'expérience culture client. Encore merci Armelle. Merci Daniel. Squad a été heureux de vous présenter Checkpoint. Expert en vente simple et complexe, service client et assistance, IA et monitoring intelligent, performance et flexibilité.